Bonjour et bienvenue dans le podcast S'apaiser, trouver l'équilibre face à la maladie. Je suis Lisa Brienne, psychosophrologue et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la maladie. Je vis moi-même avec une sclérose en plaques depuis plus de 16 ans et comme vous, j'ai traversé toutes les phases émotionnelles qui accompagnent la maladie chronique, du choc initial à la recherche d'un nouvel équilibre. Dans ce podcast, je partage avec vous mon chemin vers l'apaisement, sans filtre et avec authenticité. Mais surtout, je vous propose des outils concrets, ceux que j'utilise au quotidien et ceux que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, pour vous aider à trouver votre propre équilibre, quel que soit votre parcours de santé. Alors bienvenue dans cet espace où votre expérience est comprise et où la sécurité émotionnelle devient possible. Pensez tout le temps, analyser, anticiper et se sentir de plus en plus épuisé. Beaucoup de personnes que j'accompagne, qui travaillent, qui vivent avec une maladie chronique me disent « je n'arrive pas à m'arrêter de penser ». Et surtout la nuit, c'est d'ailleurs même la nuit que ça commence le plus, puisque la nuit, le corps est au repos, il n'y a pas d'activité autour sur lesquelles le cerveau peut se mettre et orienter et penser à autre chose quelque part, donc forcément le mental se met à fond les ballons la nuit. Elles essayent de comprendre, d'anticiper, de contrôler. Et plus elles sont dans ce mental, plus elles sont dans cette analyse de comprendre tout ce qui se passe, plus elles sont même en train de se dire « il faut absolument que je dorme, je devrais me rassurer, mais non là maintenant tout va bien ». Plus le mental tourne. Et plus le mental tourne, plus ça épuise, moins on dort. S'il y a une chose que vous devriez retenir ici dans cet épisode, c'est que le mental ne cherche pas à nuire, il cherche à vous protéger. J'en parlais dans l'épisode 5 sur cette notion du cerveau qui cherche la manière dont il cherche à nous protéger, tout ce qu'il met en place. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est bloqué là-dedans, qu'on est bloqué dans ce circuit mental, on va être en permanence dans un état de sur-régime. Sur-régime parce que le cerveau tourne tout seul et au fur et à mesure, on devient ce que j'appelle aussi, une fois de plus, les têtes sans corps. Et on est beaucoup d'êtres humains sur cette planète aujourd'hui à être des têtes sans corps. La tête tourne à fond les ballons et le corps est complètement laissé pour compte. Jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'éventuellement il commence à se manifester. Et malheureusement, de le contexte de maladie, ça a un petit peu plus de conséquences, voire beaucoup plus de conséquences que ce que ça peut avoir en temps normal. Alors pourquoi cet épisode? Pourquoi ce thème? C'est toujours mes épisodes que je fais sont beaucoup en lien avec toutes les personnes que je reçois en consultation et un petit peu le travail que l'on fait. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de personnes avec un mental qui tourne en boucle. Et notamment dans un contexte de maladie chronique, c'est extrêmement fréquent. Parce que le corps est douloureux, le corps est souffrant, le corps fait peur, alors il vaut mieux s'échapper et être dans sa tête. Parce que beaucoup aussi confondent rumination et réflexion utile. C'est-à-dire qu'on peut être à réfléchir, à anticiper, à dire qu'est-ce que je vais faire, peut-être que si un jour je suis plus capable de travailler, alors il faudra peut-être que je fasse ça, est-ce que je devrais changer de poste, est-ce que je devrais en parler à mon employeur, est-ce que je devrais le dire à ma famille, comment je peux faire? En fait, en faisant ça, les personnes pensent que ça va pouvoir les aider, que c'est une réflexion, qu'il va y avoir une solution pragmatique, mais on est plutôt dans de la rumination qui est stérile, qui n'apportera rien. C'est une manière pour le cerveau d'évacuer un trop-plein émotionnel comme s'il déchargeait quelque chose. Le cerveau, il trouve son compte, lui, c'est-à-dire que lui, ça lui permet d'être occupé à quelque chose, mais pour nous, qu'est-ce que c'est délétère? Ça ne nous apporte rien du tout, à part de la fatigue, des ruminations et une charge mentale énorme. Charge mentale qui, de fait, va alimenter l'anxiété et la fatigue émotionnelle, et qui forcément se traduira par une fatigue physique aussi. Alors dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi le mental s'emballe autant après un diagnostic, pourquoi ruminer n'est pas réfléchir du tout, comme je vous le disais, le lien direct entre la rumination mentale et la fatigue, ce qui se joue réellement dans le corps, alors aussi bien fatigue émotionnelle que fatigue physique. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai une technique pour revenir dans le corps pour pouvoir apaiser le système nerveux. À la fin de cet épisode, vous aurez une compréhension claire de ce qui se joue en vous, moins de culpabilité face à vos pensées et un premier outil pour pouvoir vous aider à sortir de la boucle. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi le mental s'emballe. Après un diagnostic ou une poussée ou une crise de la maladie que l'on a, notre cerveau va rentrer en hypervigilance. J'en parle beaucoup dans l'épisode précédent, l'épisode 5. Ça va venir activer notre système d'alerte. Ça, c'est l'amygdale qui s'en occupe. L'amygdale dans le cerveau. Tous nos circuits d'anticipation. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on a déjà connu. Donc,
Alors peut-être pas le diagnostic en tant que tel, mais le circuit de se préparer au pire, peut-être parce qu'on a eu des personnes dans notre entourage qui ont été touchées par la maladie, qu'on a déjà vécu ça, de près ou de loin. Du coup, automatiquement, le cerveau va aller dans ce qu'il connaît. Donc tout ce circuit d'anticipation. Si ça s'est passé de cette manière-là pour telle personne que je connais, alors forcément ça va se passer pareil pour moi. C'est ce que se dit le cerveau. Et quelque part, et il va mettre en place plein de scénarios pour prévenir, pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Toujours dans cette manière, comme je vous disais au début, entièrement stérile. Mais il n'a pas le choix, il connaît que ça. Parce que notre gentil mental, il croit que de penser davantage, de rester dans le cerveau, ça va permettre de réduire le danger. Sur un plan rapidement court, oui, on va dire, ça peut effectivement, par rapport, c'est vraiment cette notion de action-réaction, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais ce mode-là n'est pas du tout conçu pour durer. C'est impossible. C'est fait pour une menace très ponctuelle. Avec la maladie chronique, la menace, elle n'est pas ponctuelle. La menace, elle est permanente. En tout cas, elle semble permanente, encore une fois. On est toujours dans cette projection du cerveau. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis juste qu'en tout cas, le cerveau a pris conscience et il se dit que c'est permanent et que ça va exister tout le temps. Alors le mental ne va jamais se reposer, il n'a pas d'intérêt à le faire, puisqu'il est dans sa logique prévenir pour guérir. Je donne souvent l'exemple dans mes consultations du hamster qui est pris dans sa roue. Il aura beau courir, il court vite, il court très très vite, il va courir à droite, à gauche, il va fournir beaucoup 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 d'énergie. Mais la solution, elle n'est pas là. Elle est ni à droite ni à gauche. Et il a l'impression d'avancer parce qu'il avance dans cette roue. Mais en réalité, il reste toujours au même endroit, il s'épuise complètement, il ne sort pas de sa roue, et il n'y a aucune solution qui peut s'amener à lui, ni dans un sens, ni dans l'autre. La seule manière de pouvoir avoir éventuellement l'impression d'avancer, c'est à un moment ou à un autre de s'arrêter sur place, de prendre le temps de ressentir, de faire un état des lieux, pour regarder qu'il y a une autre possibilité. Par exemple, pour le hamster, celle de descendre de la roue, pour aller regarder le monde entier qui l'entoure. C'est un petit peu la même chose quand on est en prise avec plein d'émotions. Quand on est beaucoup dans l'émotion, on va être dans notre cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau émotionnel, le cerveau qu'on avait quand on avait 4 ans, et on va être dans le mental qui va tourner en boucle. Le mental en boucle fonctionne de la même façon que ce hamster. Il produit des scénarios, des et si ça arrivait, et des analyses infinies. Si ça arrive, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je devrais faire, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire? Et il cherche. Et évidemment, il va le faire quand il a la place de le faire, la plupart du temps, la nuit, le soir, quand tout le monde est couché, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a plus rien à faire. Alors là, il peut se dire chouette, on sort le manuel, on y va, on cherche, on réfléchit. Très épuisant. Pas du tout ce qu'on avait demandé, pas du tout ce qu'on avait envie. Parce qu'il ne va pas produire de solution, il crée une illusion de contrôle. Si je fais un parallèle avec ma propre expérience, je me revois des nuits entières. J'étais retournée vivre en Italie pour finir mon stage à ce moment-là. Je me revois des nuits entières allongée dans le lit à passer mon temps à toucher mon corps partout. Ma première poussée de sclérose en plaques avait été sensitive, j'avais aucune sensation sur tout le torse, plus le signe de l'ermite, qui était très fort. Du coup, le jour où ça s'est calmé, j'étais obsédée par le fait que à tout moment, je pouvais perdre la sensation. Que mon corps était comme du carton. Pour ceux qui ont déjà vécu des paresthésies, vous voyez peut-être ce dont je veux parler. Je passais mon temps à me toucher le corps, à me palper en permanence. Et je me rappelle même que, comme j'avais eu des sensations bizarres, je m'étais vraiment dit qu'il y avait un souci en prenant ma douche, parce que la sensation de l'eau était très très bizarre sur ma peau. Je me retrouvais toutes les nuits à aller prendre des douches et retourner à la douche en permanence. Il fallait que je sente l'eau qui courait sur mon torse pour me dire « Ah, ça va, là j'ai l'impression que c'est normal. » Sauf qu'évidemment, plus j'étais bloquée là-dessus, on est d'accord que des symptômes, je m'en créais même s'ils n'étaient pas là, mon cerveau était tellement focalisé sur le souvenir de ce que ça avait été comme sensation que j'avais l'impression que c'était tout le temps là. J'étais incapable de me rassurer. Incapable. Toute seule, en tout cas, j'en étais absolument incapable. Et pourtant, principe de réalité, il n'y avait rien. Tout allait bien à ce moment-là. Mais mon mental était complètement activé. J'étais incapable de revenir sur le fait que c'était OK. Une fois de plus, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, avec l'expérience que j'ai, que ce soit personnel, professionnel, aujourd'hui, je sais que ça n'est pas de la faiblesse. Ça ne pouvait pas être de la faiblesse. C'était pas que j'étais fragile ou trop flippée ou hypersensible, comme on dit beaucoup. Je suis hypersensible, je suis irritable, je suis spontanée, je suis ceci. C'est la maladie qui veut ça. Peut-être,
Mais au-delà de ça, c'est toute la peur, tout l'état d'hypervigilance, le système nerveux, le mental qui tourne en boucle, qui veut ça et qui crée ça aussi. C'est un cerveau en hyperprotection. Et beaucoup des personnes que j'accompagne font exactement pareil. Ça va être aller sur les forums, lire tout ce qu'elles peuvent lire. Ça rend hypocondriaque de vivre avec cette épée de Damoclès, vraiment, clairement. Et ça va être aller lire tout ce qu'on peut lire, analyser chaque symptôme, et imaginer l'évolution à 10 ans. Et attention à ce que j'entends aussi beaucoup, c'est j'y pense pas. Alors, les personnes qui sont dans ce mécanisme-là ne vont pas venir travailler avec moi tout de suite. Je les vois très longtemps après. En général, je les vois pendant longtemps, j'y ai pas pensé jusqu'à ce que. Parce qu'à un moment, il y a forcément quelque chose qui vient montrer que ce mode de fonctionnement n'est pas juste non plus, n'est pas bon non plus. Ne pas penser, mettre ça de côté, encore une fois, c'est imaginer notre cerveau comme un ordinateur surpuissant avec un petit programme qui tourne en boucle. Je donne souvent cette analogie-là, et j'en parlais même d'ailleurs dans l'épisode numéro 5, par exemple, c'est comme s'il y avait l'antivirus qui tournait en boucle tout le temps, à analyser, à screener tout. Quand bien même on a l'impression qu'on n'y pense pas et que c'est OK pour nous. Ça ne peut pas être pleinement neutre, on ne peut pas être entièrement neutre par rapport à ça. Ça tourne, ça réfléchit, même si ça n'est pas remonté au niveau de la conscience. Le deuxième point ici que je voudrais vraiment aborder dans cet épisode, c'est que ruminer, ça n'est pas réfléchir. Je pense que j'ai déjà dit de plein de manières différentes ici, mais réfléchir, c'est-à-dire qu'on est orienté solution. C'est limité dans le temps et c'est très structuré. À l'inverse, ruminer, c'est répétitif, circulaire, très émotionnel et sans aucune résolution. Si je fais un petit parallèle de façon biologique ici, dans notre cerveau, on a notre premier cerveau qui a fonctionné de notre enfance, c'est le cerveau limbique. On a le cerveau. Alors, si vous me regardez en vidéo, je suis en train de mettre mes doigts et par-dessus, je vais mettre ma main, je vais l'enrober. C'est notre cerveau limbique, c'est le premier cerveau. À ce niveau-là, c'est le cerveau qu'on a, avec lequel on fonctionne et on raisonne jusqu'à l'âge de nos 6 ans, qui est notre cerveau émotionnel, qui est très binaire. Blanc, noir, oui, non. Le jouet, il est à moi ou à l'autre. Il n'y a que 2 options possibles. L'enfant n'est pas du tout capable d'avoir une pensée logique raisonnée. À partir de 12 ans, on commence à accéder et à raisonner avec notre cerveau, notre néocortex. C'est ce gros lobe frontal qui vient au-dessus du cerveau limbique. Et on va construire cette pensée logique raisonnée au gré de nos expériences, de ce qu'on va vivre. Il finira d'être pleinement construit et entièrement accessible entre 26 et 28 ans. Donc, autant dire qu'on a la pensée logique raisonnée adulte entièrement finie à l'âge de 28 ans. Sauf que dès qu'on est dans l'émotionnel, on refonctionne avec le cerveau limbique. Donc, logiquement, on est en mesure d'être orienté solution, limité dans le temps, structuré. On est capable de ça à partir de 28 ans, pleinement. On commence à l'âge de 12 ans et ça se construit, c'est des allers-retours. Et à partir de 28 ans, on est entièrement capable d'avoir cette réflexion-là. Mais, je répète, si on est dans l'émotion, on refonctionne avec le cerveau limbique. Donc, on fonctionne comme si on avait 4 ans. Donc, on va être en pensée circulaire, répétitive, sans résolution, la rumination. Et elle ne peut pas avoir la solution. Clairement. Biologiquement, c'est impossible. Et la rumination mentale va activer le stress, le cortisol, l'anxiété anticipatoire, l'anxiété par anticipation, c'est-à-dire que je suis anxieux là aujourd'hui en prévision d'un scénario catastrophe qui pourra potentiellement se passer dans le futur. Alors ça donne l'impression d'agir, parfois d'avoir une activité mentale, mais clairement ça ne débloque rien du tout. Le troisième point que je voudrais aborder ici, c'est le lien entre le mental et la fatigue. Penser déjà consomme de l'énergie, clairement. Ça met en branle tout un système qui va être énergivore. Tout comme digérer consomme de l'énergie, avoir le système reproductif qui fonctionne consomme de l'énergie, marcher consomme de l'énergie, tout consomme de l'énergie. Par contre, penser sous stress, donc sous adrénaline puis sous cortisol, si jamais ça s'inscrit dans la durée, alors ça va consommer encore plus d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a la pensée logique raisonnée, celle qu'on va avoir quand on fournit un travail, on doit faire, je sais pas, suivant les métiers que vous pouvez avoir, il y a quelque chose, il faut créer, il faut produire. Ça va demander de l'énergie. Par contre, la pensée stérile, ça va en demander encore plus, parce qu'il n'y a jamais de solution. Et c'est sans fin. Je vous donne un exemple ici. Pour créer cet épisode de podcast, pour avoir une idée de ce que j'ai envie de mettre, de vous parler, de mettre les différents points que j'ai envie de vous partager, ça m'a demandé de la réflexion. Là, je suis avec mon néocortex. Je suis obligée d'être dans cette pensée logique, raisonnée, cartésienne. Comment je vais vous apporter ça pour que ce soit le plus clair pour vous, pour que ça ait du sens pour vous, pour que ça puisse vous
résonner pour vous. Je fais un écho avec tout ce que j'ai pu vivre moi, avec ce que j'accompagne aussi, les personnes qui viennent avec les problématiques que je vois autour de moi. Ça, c'est épuisant, clairement, ça fatigue. Mais c'est une bonne fatigue, c'est ok. Ce soir, j'irai me coucher, je dormirai et je pourrai me ressourcer. Si à l'inverse, je suis dans mon cerveau limbique et que je suis en permanence dans la rumination de mais si nanana, et ça, oui, mais et si demain ça va pas, et si je vais encore plus mal, et comment je vais faire, et puis là ça m'épuise cet épisode, et puis comment je vais faire, et puis ce métier, et puis non, 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 et puis hop, ben vous connaissez, le petit poids qui roule et qui à la fin devient une énorme pastèque. Ben, clairement, ça me demande énormément d'énergie, mais c'est une énergie que je ne pourrais pas récupérer. Parce que ça, c'est inarrêtable. Il y en a un où ben, je crée l'épisode, je produis l'énergie qu'il faut, c'est OK, à la fin, je suis satisfaite, fière ou pas de moi, je peux pas dire ça, mais je suis satisfaite de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir fait, et puis ben, la fatigue que j'aurais eue, j'irai me reposer et ce sera bon. Je vous donne cet exemple parce que c'est mon métier, mais vous pouvez très bien le vivre dans votre métier. Si vous avez un rapport à prendre, à rendre, un dossier à faire, une réunion hyper importante, une formation à donner, c'est toute cette partie-là. C'est une fatigue qui est productive et vous savez pourquoi et c'est le but. De toute façon, on ne se réveille pas en pleine forme pour rester avec toute cette énergie, c'est OK. À l'inverse, la rumination va activer notre système nerveux sympathique, c'est celui qui permet de faire des actions, alors qu'en fait, derrière, on n'a aucun moyen d'avoir des actions qui ont une fin ou une deadline, ou se dire, ça y est, c'est fini, j'ai un point de satisfaction, c'est bon, c'est fini. Ça va activer aussi notre tension musculaire. Toute cette tension, déjà, a commencé par le diaphragme, le muscle de la respiration. On respire moins bien, ça vient se tendre à l'intérieur du corps, et le diaphragme, il est relié à tous les muscles. Les crispations que je retrouve beaucoup, et il y a des outils pour ça, hein. J'ai des outils vraiment que j'ai créés, adaptés autour de ça, ça va être, qui dit diaphragme noué, ce muscle de la respiration, dit tout le trapèze, et vient nouer la région des épaules, la nuque, on a des douleurs ici en permanence. Et puis ça, on n'arrive pas bien à dormir quand tout ça s'est crispé non plus. Donc la tension musculaire, mais aussi vraiment une vigilance constante. On est dans l'hypervigilance. On est en permanence dans cette notion de à tout moment il peut se passer quelque chose. Le dernier point que je voudrais ici aborder avec vous, c'est cette importance de revenir dans le corps. Cette importance de ressentir aussi ce qui est, toute cette tension intérieure qu'il y a. Parce que si la rumination elle existe, c'est forcément qu'il y a un état de tension énorme à l'intérieur de vous. Et clairement, on va pas se mentir, là cette tension, il faut lui donner le droit d'exister et avoir un endroit pour l'évacuer. Attention, le sport, parfois, ça n'est pas la solution. Beaucoup de personnes vont me dire, je fais beaucoup de sport et ça permet de me sentir bien. Non, ça va épuiser le corps. Épuiser le corps de telle manière que le cerveau, il va se mettre un peu off. C'est pas pour ça que ça ne reviendra pas après. Ça n'a pas été résolu. Le fond n'a pas été résolu. Je vous donne cet exemple parce que je me suis mise à la course à pied il y a une petite dizaine d'années maintenant, et j'avais déjà la sclérose en plaques. Avant, j'étais pas du tout sportive. Ironiquement, la sclérose en plaques m'a rendue sportive, parce qu'à un moment, j'ai compris qu'il fallait que je sois dans le mouvement, qu'il fallait que ça puisse bouger. Et j'ai commencé la course à pied. Alors, je suis pas une grande coureuse, hein. Je sais que moi, je suis ce qu'on appelle une joggeuse du dimanche. Mais je cours 5, 6, 7, 8 km jusqu'à 10 en fonction de mon énergie. Et pendant longtemps, en fait, effectivement, aller courir, ça va libérer des endorphines. On se sent super bien après être allé courir. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça paraît difficile, mais c'est vraiment une drogue, la course. On se sent très, très, très bien. Il y a vraiment quelque chose où, sur le moment, c'est pas le sport le plus agréable, mais à la fin, il y a une sensation de bien-être très profonde. Je suis devenue accro à ça, et effectivement, tant que j'avais la course à pied, j'avais l'impression que ça me maintenait dans je suis OK, c'est OK, c'est OK. Mais sur du long terme, là, c'est pas le sport comme ça qui va résoudre, en fait. Ça va faire du bien sur le moment, mais toutes les ruminations, il suffit du moindre élément, du moindre événement, pouf, pour que ça redéclenche encore plein de choses. Revenir dans le corps, c'est pas aller courir ou faire du sport ou faire quelque chose qui permet d'être dans le corps. Revenir dans le corps, concrètement, c'est à un moment ou à un autre de dire qu'est-ce qui se passe là. Notre mental vit dans le futur. Le corps, lui, il vit dans le présent. Il n'a pas le choix. Principe de réalité, il est là où il est, à cet instant précis, à cette heure précise. Quand on reste uniquement dans le mental, on nourrit l'anticipation, on entretient l'état d'alerte. Revenir dans le corps, ça régule le système nerveux, le rythme cardiaque et notre respiration. Alors c'est super, il y a des outils aujourd'hui comme la cohérence cardiaque qui font beaucoup de bien, qui sont devenus à la mode entre guillemets, parce que depuis le temps que
que je suis sur tout ça, en fait, ça n'existait pas avant. Je l'ai vu arriver, ça a pris beaucoup plus d'ampleur avec le Covid et c'est génial, c'est un super outil, la cohérence cardiaque, clairement. Mais c'est cette notion d'être pleinement présent à ce qui est en train de se passer. Ça permet effectivement de désactiver le cerveau, de revenir dans le corps, et puis au moins ça permet de faire redescendre un petit peu toute cette tension nerveuse. Par contre, c'est aussi une invitation de, là, avec ce que je ressens, ben, c'est de me donner le droit de ressentir ce que je ressens. Je ressens de la tristesse, ben ok, j'y vais à fond. Et je la laisse complètement s'exprimer. Je ressens de la peur, ben ok, j'y vais à fond. Et je la ressens pleinement, je la laisse monter. Je ferai un épisode prochainement sur l'émotionnel parce que c'est très important. Plus on laisse la place à une émotion de s'exprimer, plus on lui donne la possibilité de disparaître. Alors que plus on la contient, plus on la réprime, plus elle s'intensifie, plus elle devient forte et plus elle met notre corps en tension, système nerveux activé, etc., état d'alerte, rumination et tout le tintouin. C'est vraiment cette notion de j'accueille l'émotion, j'accueille ce qui est. La cohérence cardiaque, très bien par exemple. Revenir dans le corps, ça peut être une manière de revenir à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vibre là maintenant. Et c'est ok, sans juger. C'est ok, je fais du mieux que je peux à chaque instant. Alors, un exemple concret ici que je peux vous proposer, et un outil, je vous avais dit, si vous avez la patience de rester jusqu'à la fin de l'épisode, parce que j'ai beaucoup la tchatch, je sais, je vais vous proposer ici un mini-exercice. Je vous invite à poser les pieds à plat au sol, concrètement, à sentir le contact de la plante de vos pieds sur le sol. Et vous allez inspirer avec moi 3 secondes. Et vous expirez par la bouche, lentement, 6 secondes. Et je vous invite maintenant à nommer 3 sensations que vous ressentez dans votre corps, là maintenant. Tranquillement, sans juger, juste accueillir là ce qui est. C'est très simple, mais neurologiquement, c'est hyper puissant. Vraiment. C'est la fin de cet épisode. En conclusion, je voudrais que vous puissiez aujourd'hui retenir 3 choses, si vous deviez retenir uniquement 3 choses sur tout ce qu'on a partagé. La première, c'est que le mental qui tourne n'est pas votre ennemi. Je répète, le mental qui tourne en rond, en boucle, en permanence, n'est pas votre ennemi. C'est la stratégie qu'il a trouvée pour vous protéger. Le deuxième point, c'est ruminer n'est pas réfléchir. Je répète, ruminer n'est pas réfléchir. C'est pas parce qu'on est en permanence dans l'analyse qu'on va trouver une solution dans ces ruminations. Dans ces cas-là, autant dire que finalement, autant lâcher, autant aller dans le corps. Ce qui m'amène au troisième point ici, vous pouvez apprendre à sortir de la boucle en revenant dans le corps. À travers l'exercice que je vous ai proposé ici, à travers la cohérence cardiaque, et des outils, il y en a beaucoup, des plus puissants, des choses plus claires en fait, parce que peut-être que si le mental est très très fort, il faut passer par paliers, différents paliers. Tout ce dont je vous ai parlé, vous retrouverez les liens en description de ce commentaire ou sous la vidéo YouTube si vous regardez sur YouTube. Je vous parle régulièrement de mon programme S'apaiser, qui est un programme structuré sur 3 mois pour vous aider à apprendre à lâcher tout ça et pour pouvoir vous apaiser complètement, puisque mon but, c'est que votre cerveau se sente suffisamment en sécurité pour lâcher les ruminations. Et le petit plus là-dedans, c'est que vous avez accès à moi pendant ces 3 mois sur WhatsApp où je vous réponds sous 48 heures. Donc vraiment, là, on est sur l'apaisement et on peut lâcher l'hypervigilance complètement. Vous avez toutes les informations, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit pour pouvoir voir quel accompagnement vous conviendrait le mieux. Si cet épisode vous parle, laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour m'aider à me faire connaître, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Et je vous invite spécialement aujourd'hui à venir me dire en commentaire « Mon hamster court souvent quand ?» 3 points de suspension. Juste pour vous, cette prise de conscience de à quel moment ce circuit mental se déclenche encore le plus. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, après-midi, soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Prenez soin de vous.